titres dans l'actualité de ce 22 septembre. Plusieurs décrets ont été signés au cours du Conseil des ministres de ce mercredi dans l'éducation, les mines et surtout dans le monde du travail où un décret a été signé pour limiter le renouvellement des contrats à durée déterminée à 3. Tous les détails sur ce sujet dans ce journal. Dans le cadre du projet d'assainissement et de drainage de la ville de Ouagadougou, la mairie de Ouagadougou entend réhabiliter le canal des Tanguins. Les travaux vont démarrer en fin d'année. Mais avant, Armand Bewende s'est rendu en compagnie des partenaires techniques et financiers sur le futur chantier qui devrait coûter près de 10 milliards de francs CFA. Et puis, 850 logements pour le personnel enseignant de l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso. La cité des enseignants de l'UNB est fin prête. Les bénéficiaires sont entrés en possession des clés de leur maison. L'aboutissement d'un partenariat entre l'UNB et la société immobilière Abdoul Service International. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Il a duré de nombreuses heures. Le Conseil des ministres de ce 22 septembre était visiblement très chargé. Plusieurs décrets ont été signés dans divers départements ministériels. Dans les mines, par exemple, les entreprises minières devront maintenant privilégier les fournisseurs nationaux pour l'achat de leur matériel. Pour ce qui est du Code du travail, pour lutter contre la précarisation des emplois, le nombre de renouvellements du contrat à durée déterminée est limité à 3, pas plus. Et puis, dans l'éducation, ça y est, c'est maintenant officiel, l'organisation du baccalauréat passe sous la coupe du ministère de l'Éducation nationale. Tous les détails, Benjamin Kwame. C'est un changement dans le secteur de l'éducation burkinabé. Après 2016, où le gouvernement rattachait l'enseignement secondaire au ministère de Stanislas Ouaro. Pour les prochaines rentrées scolaires, le baccalauréat sera aussi organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Ainsi en a décidé le gouvernement. Cette redisposition administrative de l'organisation de l'examen du baccalauréat intervient après celle de l'enseignement secondaire intervenue en 2016 avec le rattachement de l'enseignement secondaire au ministère en charge de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. L'examen et l'adoption donc d'un nouveau décret portant organisation du ministère vise à prendre en compte l'organisation de l'examen du baccalauréat par le MENAPLN et à désigner la structure de tutelle au sein de la Direction générale des examens et concours. Les réformes, il y en a eu aussi dans le secteur des mines. L'or fait partie des produits d'exploitation du Burkina Faso. Le pays dispose d'une douzaine de sites miniers. L'équipe de Roch Kaboré souhaite que ces retombées soient véritablement bénéfiques pour tous les nationaux. Toutes les sociétés minières et leurs sous-traitants doivent choisir des entreprises burkinabè pour toute prestation de services ou de fourniture de biens. L'adoption de ce décret permet de promouvoir la fourniture locale des biens et services miniers, de faciliter le transfert des compétences et des technologies au profit des nationaux. Avec ce décret, les sociétés minières maintenant ont obligation, dans la chaîne donc d'achat, de réserver un certain pourcentage pour les entreprises locales et de faire de telle sorte que cette manne-là que nous avons puisse réellement bénéficier aussi aux entreprises burkinabées. Je prendrai quelques exemples. Quand vous regardez par exemple la chaîne donc, de fourniture des hydrocarbures et des lubrifiants, vous avez donc, ce sont des entreprises burkinabées qui s'occupent donc du transport, que ce soit du port jusqu'à la mine, mais nous n'avons pas donc d'entreprises burkinabées qui sont présentes donc dans cette chaîne-là. Avec donc ce décret, les mines ont obligation de réserver un certain pourcentage pour les entreprises locales. À la fonction publique, c'est peut-être une autre décision qui fera bouger les lignes avec les employeurs qui ne respectent pas véritablement le contrat de travail avec leurs employés. Désormais, le CDD ou le contrat à durée déterminée est renouvelable que 3 fois avec le même travailleur. C'est le fruit d'une discussion entre le patronat et les travailleurs. Un projet de loi a été adopté par le Conseil. La relecture donc de ce code de travail va permettre à notre pays de disposer d'un code de travail innovant, prenant en compte les normes internationales du travail et les préoccupations majeures des acteurs du monde du travail. Entre autres innovations, le projet de loi améliore l'encadrement des activités de placement et de travail temporaire, promeut la main-d'œuvre nationale par l'instauration d'une autorisation préalable justifiée en cas de recrutement d'un non-national,
lutte contre la précarisation des emplois en limitant le nombre de renouvellements à 3 des contrats à durée déterminée. Les choses se dessinent aussi clairement avec la rénovation et la mise aux normes du stade du 4 août. Le gouvernement a adopté un rapport permettant d'attribuer les travaux à un groupement pour un délai de près de 12 mois. Le coût global du suivi et des travaux s'élève à un peu plus de 15 milliards de francs CFA, précise Ouseni Tamboura. Tout autre chose avec cette statistique assez inquiétante. En moyenne, une dizaine d'infrastructures hydrauliques tombent en rade chaque année au Burkina, selon une étude menée par le ministère en charge de l'eau et de l'assainissement en la matière. On se souvient du cas des barrages de l'Élexé et des Éguédéguin dont les digues ont récemment cédé avec les conséquences économiques, environnementales et sociales fâcheuses que vous savez. Eh bien, face à la situation, le gouvernement met en place un plan d'action pour la réhabilitation et la reconstruction des ouvrages hydrauliques en mauvais état. Il va coûter plus de 300 milliards de francs CFA sur la période allant de 2021 à 2030. Le projet a été soumis aux spécialistes du secteur pour validation. Maxime Ilboudou avec Archimède Boy. Au Burkina Faso, la majeure partie des infrastructures de retenue d'eau, couramment appelées barrages, sont en souffrance. Elles croulent sous le poids de l'âge et du manque d'entretien. En témoigne l'écroulement de la digue du barrage de l'Élexé dans le plateau central et de Zéguédéguin dans le Namantenga en juillet dernier. Pour remédier à cette situation, le ministère en charge de l'eau met en place le projet d'action d'urgence de réhabilitation ou de reconstruction des infrastructures hydrauliques à l'horizon 2030. C'est un projet donc, que nous avons initié pour permettre donc, entre autres de trouver des solutions à ces barrages qui viennent de céder. Mais si vous remarquez, c'est un projet beaucoup plus ambitieux qui nous permettra, j'allais dire, de reconstituer le parc des infrastructures hydrauliques. Nous avons donc constaté que nous enregistrons en moyenne la rupture d'une dizaine d'ouvrages hydrauliques chaque année. Il était donc temps pour nous de réunir, j'allais dire, les spécialistes de la question de l'eau autour de cette problématique-là pour que nous puissions envisager des solutions pérennes. Ce mardi, les techniciens et spécialistes du domaine se réunissent pour analyser le projet de réhabilitation des ressources en eau afin que ce document réponde mieux aux attentes des populations dont les activités économiques dépendent fortement de ces infrastructures hydrauliques. Nous allons commencer par l'inventaire exhaustif de l'ensemble de ces ouvrages-là. Cet inventaire va nous permettre d'identifier les risques probables de rupture. Parce que, bon, on est là, mais on ne sait pas l'ouvrage à quelle pathologie. Donc, l'inventaire va nous permettre d'identifier l'ensemble des pathologies de l'ouvrage et puis de les classer, de les prioriser, comme ce que le ministre vient de dire. Et en fonction de ces priorisations, nous allons maintenant commencer leur réhabilitation ou leur reconstruction. L'atelier va mettre en place une brigade d'entretien des ouvrages d'aménagement hydraulique. Le projet sera financé à travers 2 mécanismes, à savoir le budget de l'État et les accords de financement avec les partenaires techniques. Son coût est estimé à environ 303 milliards 800 millions de francs CFA que nous voulons mettre en œuvre en 2 phases. La première phase que nous voulons voir étalée de 2021 à 2025 pourrait coûter la somme de 61 milliards. Et la deuxième phase qui s'étendra de 2026 à 2030 coûtera environ 241 milliards. Le pays compte à ce jour près de 1035 barrages, dont 41% sont dans un état de dégradation avancée. Ce projet vient donc à point nommé car il permettra, en plus de la réhabilitation, de construire de nouveaux barrages sur des sites qui n'en disposent pas. Dans le même registre, le projet de réhabilitation du canal de Tanguin est, lui, en train de prendre forme. Un projet initié par la mairie de Ouagadougou dans le cadre de son programme d'assainissement et de drainage de la capitale. Près de 10 milliards de francs CFA seront mobilisés avant le début des travaux prévus pour la fin de l'année. Eh bien, Armand Bewendé et une délégation des bailleurs de fonds se sont rendus sur le futur chantier. Reportage Maxime Ilboudou, Arsène Konditamde. Ce canal de Tanguin, d'une longueur de 5 km,
sera aménagé et revêtu de béton armé de 15 mètres de largeur d'ici 3 à 4 mois. L'éclairage public sera installé tout au long de ce drain ainsi que des trottoirs. L'assurance est donnée par le maire de la ville de Ouagadougou ce 21 septembre lors d'une visite avec les partenaires techniques et financiers. Cet aménagement entre dans le cadre du projet d'assainissement et de drainage de la capitale. D'un coût estimé à près de 10 milliards de francs CFA sous forme de prêt, ce projet consiste à l'aménagement d'ouvrages urbanistiques en vue de donner un nouveau visage à l'arrondissement 4. Nous avons visité les sites qui vont accueillir ces investissements, c'est-à-dire c'est le drain du canal de Tanguin qui va permettre encore d'assainir cet espace de vie de notre capitale. Comme vous savez, Tanguin, c'est un quartier qui est juste à côté du barrage et il y a des bas-fonds dans ce quartier. Et malheureusement, quand il pleut, nous avons beaucoup d'inondations. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits jusque-là, mais aujourd'hui, il y a des canaux primaires qu'il faut réaliser. Des canaux primaires qu'il faut réaliser, justement, le projet prévoit 15 km de fossés de garde. Le projet prend en compte également l'aménagement d'un bassin de 308 000 m3. Ce bassin devra permettre à plus d'une cinquantaine de ménages de mener de façon permanente le maraîchage. Un site pilote est même en cours d'expérimentation. Nous sommes aux ceintures vertes. On fait le jardinage tel que les salades, menthes, et les feuilles d'aubergine. Depuis 4 ans, on est ici. Ça nous rapporte beaucoup parce que ça nous dépend de tous nos besoins. C'est un projet que nous avons fait ensemble avec l'Agence française de développement et la Commission européenne. C'est de l'eau, drainage, mais aussi l'opportunité pour l'agriculture et pour le travail. Mais nous sommes en train de parler aussi d'une deuxième phase. Parce qu'il y a toujours, quand un projet est bien fait, quand nous voyons les résultats, nous voulons parler de la prochaine fois et nous avons parlé avec les autorités de ceci. Outre ce projet, le maire Armand Bewende prévoit l'aménagement du canal du Somgandé 2, long de 4 km et de plus de 10 canaux primaires dans la ville de Ouagadougou. Il y a aujourd'hui 3 gros acteurs qui financent le projet. Donc il y a la Banque européenne d'investissement à hauteur de 15 millions d'euros. Il y a l'Union européenne, à environ 700 000 euros pour les études d'APD. Et il y a l'État burkinabé et la commune de Ouagadougou pour les questions environnementales et sociales qui vont financer à hauteur d'1,2 milliard environ. Les personnes affectées par ce projet seront dédommagées par l'État burkinabé. Ce projet, une fois réalisé, pourrait servir de pilote en vue d'assainir les villes secondaires du pays, rassure le maire Armand Bewende. Pour eux, c'est sans doute un rêve qui devient réalité, celui de posséder une maison. Les enseignants de l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso ont reçu les clés de leur villa. La cité des enseignants de l'UNB, c'est au total 850 logements construits dans le cadre d'un partenariat avec la société de promotion immobilière Abdul Service International. Majid Bakwa. Les enseignants de l'UNB, l'université Nazi Boni, ont désormais leur cité. Le PDG de la société immobilière Abdul Service International remet ici les clés des logements aux bénéficiaires. Un rêve devenu une réalité pour les enseignants de l'université Nazi Boni. De nombreux agents du monde universitaire naîtront à nouveau à travers cette belle réalisation de logements sociaux décents. Qui l'aurait cru? En facilitant la réalisation de cette belle cité, vous contribuez sans conteste à doter votre personnel d'un toit qui constitue à coup sûr un patrimoine extrêmement important dans la stabilité et le plein épanouissement des différentes familles. Ce sont au total 850 villas de type F2, F3 et F4 qui sont construites au profit des enseignants de l'UNB. Un pari gagné par la société Abdul Service International. Vraiment, c'est un défi qui a été relevé pour nous parce qu'au moment quand on débutait le projet, beaucoup de gens ne croyaient pas. Et je les ai fait comprendre, ne soyez pas quand même faibles d'esprit pour permettre aux gens d'avoir des logements décents. Et le président est là, il peut témoigner. Nous nous battus matin, midi, soir
pour que vraiment ce projet soit réalisé. Dieu merci, aujourd'hui, le rêve est devenu une réalité. C'est un chantier qu'il fallait engager parce que la quiétude, la tranquillité dans les universités et les centres de recherche dépend aussi du contexte familial, social, dans lequel évolue le personnel. Lorsque vous n'avez pas la tranquillité à la maison parce que vous n'êtes pas dans un logement décent, parce que vous avez l'angoisse du loyer, c'est tout à fait normal que vous arriviez à l'université et que vous ayez des crises de nerfs. Selon le professeur Alkassoum Maïga, l'ambition de son département dans les années à venir est d'étendre le projet à d'autres universités publiques et privées du Burkina Faso. C'est une profession dont l'importance n'est plus à démontrer un peu partout dans le monde. Et pourtant, le métier d'archiviste peine à s'imposer, notamment au sein de l'administration publique au Burkina. Les choses vont peut-être changer avec ce stage pratique des étudiants archivistes stagiaires de l'ENAM, dénommé Chantier École, et qui vient mettre un coup de projecteur sur ce corps de métier un peu négligé au Burkina. Maxime Boudou, Madinassi nous en disent plus. Dans le souci de concilier théorie et pratique en vue de renforcer les capacités et les compétences de ses étudiants stagiaires, l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, a institué le chantier école. Une initiative qui a permis aux élèves archivistes de faire le tri des archives papier de l'école et de faire un audit de la fonction archive, l'objectif étant de créer un service des archives au sein de l'ENAM. Ce qui nous a plus intéressé dans ce stage pratique, c'est l'audit archivistique, qui est un aspect nouveau dans l'archivistique burkinabé. Voilà. Cela consiste à faire des visites au sein des services d'une organisation donnée. Ici, ce fut le service de l'ENAM, voilà, qui permet de relever les points positifs et les difficultés en matière de gestion des archives, de faire des propositions d'amélioration. Voilà. Et il faut dire qu'à la sortie, à la fin de notre formation, là va nous permettre d'expérimenter des aspects de concernant prises ici lors de ce stage au sein de l'administration publique burkinabé. 2 semaines durant, les élèves stagiaires ont été outillés sur le traitement d'archivage, notamment les techniques de classement et d'élimination des données. Le chantier école, qui a regroupé une dizaine d'élèves, est assuré par l'association Archivistes sans frontières, une structure qui aide les administrations à se doter d'un système d'archivage efficace. Finalement, est-ce qu'il faut numériser les archives? Alors moi, je vous dis, peut-être. Mais si on numérise des archives qui ne sont pas classées, on ne va pas trouver non plus dans les archives, dans les documents numérisés, ce que l'on cherchera, puisque les archives au départ n'étaient pas classées. Donc, il faut, avant de numériser, il faut savoir classer. Il faut savoir éliminer. Les archives administratives, il y a beaucoup d'élimination à faire. Il faut savoir éliminer pour pouvoir conserver mieux les archives papier et pour pouvoir, si après on peut le faire, numériser. L'une des difficultés évoquées par les apprenants, c'est le manque de services d'archives dans certaines administrations. Celles qui en disposent éprouvent des soucis de gestion. Grâce à ce chantier, les élèves ont pu retrouver des plans architecturaux de l'ENAM datant des années 1960. Des plans que l'école avait du mal à retrouver pour l'érection de nouvelles infrastructures. Ce qui dénote de l'importance de l'archiviste, vu comme le gardien des mémoires. De l'ENAM, on passe à l'ENAREF et c'est parti pour les soutenances session 2021 des élèves en fin de cycle A en économie de l'École nationale des régies financières. Pour la soutenance inaugurale, c'est l'élève Grégoire Ouedraogo qui était face au jury. Il a défendu avec brio sa thèse sur l'impact de l'aide publique au développement sur la réduction de la pauvreté cas du Burkina Faso. Il a obtenu la note de 17 sur 20 avec les félicitations du jury. Maxime Boudoyi était son reportage. Après 2 ans d'études et de recherche, 77 étudiants en fin de cycle A de l'École nationale des régies financières ENAREF présentent le fruit de leurs travaux devant les jurys.
Ce 15 septembre, c'est l'élève Sibiri Grégoire Ouedraogo qui ouvre le bal des soutenances, session 2021. Ces recherches ont concerné l'impact de l'aide publique au développement sur la réduction de la pauvreté au Burkina Faso. Dans son exposé, il ressort que le Burkina Faso a bénéficié de près de 1 000 milliards de francs CFA d'aide publique au développement en 2020. Cette aide est en tendance baissière comparativement aux années antérieures du fait des crises que connaît le pays. Pour l'impétrant, l'aide publique au développement réduit de façon significative la pauvreté à long terme et d'ajouter qu'une hausse de l'aide publique d'1% se traduit par une baisse de l'indicateur de pauvreté de 2,62 pour 1000. L'aide publique au développement, il faut le noter, a connu un volume généralement croissant sur la période de 2000 à 2020. En fait, cette période nous intéresse parce que c'est pratiquement à partir de 2000 qu'on a noté donc, la mise en place des EMD qui sont des politiques fortement adressées donc, à la réduction de la pauvreté. Et on a noté donc que les volumes d'aide ont connu une tendance croissante. Cela également se justifie par le fait qu'il y avait l'initiative PPTE qui avait pour objectif donc, de contribuer donc, à une certaine réduction de la pauvreté. Pour un meilleur impact de l'aide publique au développement sur la pauvreté, Grégoire Ouedraogo propose d'orienter le financement vers l'éducation, la santé et invite les autorités publiques à une gouvernance vertueuse. Après délibération, le jury estime que l'étudiant a produit un travail de qualité du point de vue de la forme et du fond. Il obtient ainsi la note de 17 sur 20 avec les félicitations du jury. Et je suis en tout cas très satisfaite de la note obtenue parce que au regard donc, des éléments qui ont été donnés et au regard donc, de la prestation, je pense que la note est fortement satisfaisante. Il a estimé que si on orientait l'aide sur des dépenses d'éducation et de santé, on avait plus d'effet sur la réduction de la pauvreté. Bon, il y a une certaine logique et c'est bien qu'un travail comme ça, assez fouillé, ait pu le mesurer et puis faire donc cette proposition. Ça, c'est le fond. Et quant à la forme, au niveau de l'école, ici, des règles sont données et c'est un étudiant qui a respecté ces règles-là. Et c'est pour ça que le mémoire a été aussi bien apprécié dans sa globalité. Ça montre effectivement la qualité de l'enseignement qui est dispensé au niveau de l'ENAREF, l'encadrement et le sérieux de nos enseignants, mais également la qualité de nos étudiants et de leur sérieux dans le travail de recherche. Le travail a été très bien apprécié pour une note globale de 17 sur 20, dont 9 sur 10 pour le fond. Les soutenances se poursuivent jusqu'au 23 septembre 2021 dans les filières de la fiscalité, la comptabilité, les statistiques et l'économie de développement. 5 années après sa mise en œuvre, on est à l'heure du bilan du projet Passe Plus, un projet initié par l'ONG Plan International et qui a permis de réintégrer dans le circuit scolaire burkinabé des milliers d'enfants. Plus d'explications, Alexis Belemnaba. Le projet Passe Plus livre le bilan de ses 5 ans de réalisation ce 15 septembre au cours de cet atelier de clôture. Initié par Plan International Burkina Faso, il a permis entre autres la mise en place de 1528 centres de stratégie de scolarisation accélérée au profit des enfants de 9 à 12 ans non scolarisés. Avec plus de 4000 enfants hors école de 7 à 8 ans intégrés dans le cursus scolaire. Un bilan jugé satisfaisant par les initiateurs. C'est toujours difficile d'atteindre 100% des objectifs. Comme on a mentionné tout à l'heure, en termes du nombre d'enfants qui étaient ciblés au début du projet, nous avons pu atteindre plus de 70%. Et quand on connaît le contexte dans lequel ce projet a été mis en œuvre, je pense qu'on peut se féliciter d'avoir atteint un bon objectif. Des résultats salués par le ministère en charge de l'Éducation nationale. Plus de 42 900 enfants ont été touchés. Et ces enfants-là, c'est des enfants qui étaient hors école, qui ont eu cette deuxième chance d'être réintégrés ou intégrer le système classique d'enseignement-apprentissage de nos enfants. Et nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits des résultats en termes de statistiques et en termes de qualité. En termes de qualité, ce projet a contribué à améliorer la stratégie elle-même avec des aspects assez positifs. Plan International Burkina est accompagné dans la réalisation du projet par un consortium d'associations
ainsi que la Fondation Strom. Une réalisation qui ne s'est pas faite sans difficulté. Ce projet a été confronté à beaucoup de défis, notamment le contexte sécuritaire. Et c'est vrai qu'on est tous conscients que l'approche peut apporter des solutions en matière d'éducation dans un tel contexte, mais ça a été vraiment très difficile pour ce projet. Mais on sait également aussi que le contexte de la Covid-19 a été aussi un facteur assez difficile pour ce projet. Mais les résultats auxquels nous sommes parvenus sont satisfaisants. Ce projet prend fin, certes, mais il donne naissance à d'autres projets qui sont déjà en cours de réalisation. Les zones d'intervention des projets sont le centre-est, le centre-nord, les hauts bassins et le nord. Après la formation, l'insertion socio-professionnelle reste un gros enjeu pour le secteur de l'employabilité au Burkina, un domaine au cœur du champ de compétences du FAFPA qui essaye de développer des projets pour améliorer ses actions en la matière. Le dernier en date est la formation Voucher. Elle a permis de doter plusieurs centaines de jeunes de kits d'installation post-formation. Archimède Boy. 258 jeunes de 15 corps de métier reçoivent leurs attestations de fin de formation dans les secteurs mines, énergie solaire, électricité, agroalimentaire, mécanique et bien d'autres. Après un mois d'apprentissage au centre professionnel Maurice Yameogo de Koudougou, ces élèves sont dotés de kits d'installation. Les bénéficiaires se réjouissent de cette initiative du FAFPA, le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Maintenant, à travers cette formation, nous avons reçu beaucoup de connaissances qui vont nous permettre de pouvoir étaler ça sur le terrain. Mais il y a des manquements aussi. Il faut que le gouvernement fasse encore un effort pour nous soutenir avec les différents financements. Nous voyons qu'au niveau des taux, beaucoup de jeunes comme moi n'ont pas quand même des garanties. Donc c'est une difficulté pour l'accessibilité des différents fonds pour pouvoir démarrer les activités en entrepreneuriat. Cette activité du FAFPA entre dans le cadre de l'approche dénommée guichet Voucher ou guichet projet de formation individuelle. L'objectif étant d'assurer le continuum formation-emploi en mettant l'accent sur la qualification-certification. Il faut dire que c'est un nouveau dispositif que le FAFPA expérimente depuis 2019 et qui permet de faire en sorte que des jeunes qui ont un besoin de formation puissent de façon individuelle s'inscrire dans un centre de formation et être accompagnés par le FAFPA. Il faut dire qu'avant, ce dispositif n'existait pas. Tous les projets que le FAFPA finançait, c'était des projets collectifs de formation. Maintenant, on ouvre la porte aux jeunes qui ont le besoin de formation, de pouvoir identifier le métier et de pouvoir choisir aussi le centre et faire accompagner par le FAFPA pour la formation. En 2021, le FAFPA a investi plus de 6 milliards de francs CFA dans la formation des jeunes et des femmes. De ces formations et insertions, il est attendu le renforcement de compétences et d'employabilité de 28 257 personnes, dont au moins 75% de jeunes et 30% de femmes. Quand l'alimentation, l'agriculture et la médecine font ménage, cela donne ce qu'on appelle la nutrition verte. Vous la connaissez peut-être. Sinon, il s'agit de la production et la commercialisation, la consommation plutôt, des plantes à valeur nutritionnelle et médicinale. NutriGreen, c'est son nom, sera implanté dans la région du Sahel. Le projet a été lancé officiellement en début de semaine. Abdulaziz Assari. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 230 millions de personnes souffrent de sous-nutrition chronique en Afrique subsaharienne. En plus de ces problèmes nutritionnels, la sécurité sanitaire des pays du Sahel est menacée par l'apparition de nouvelles maladies infectieuses hautement transmissibles et virulentes. C'est en réponse à ces préoccupations que le projet NutriGreen a été initié. Lancé ce 20 septembre, il vise à renforcer la capacité des populations dans la culture des plantes à valeur nutritionnelle et médicinale. Ce projet vient en appui de ce que nous avons déjà réalisé comme activité dans le cadre du projet La Grande Muraille Verte.
et l'association ASW également, étude au cours de laquelle nous avons identifié 25 plantes alimentaires et ou médicinales. Vous voyez? Donc, ce sont ces 25 plantes-là et ou médicinales que nous avons commencé déjà à implanter ici avec donc, des jardins nutritionnels que nous avons déjà commencé à réaliser. Donc, il suivra donc ce qu'on appelle une enquête alimentaire pour voir comment ces 25 plantes-là sont consommées au niveau de Zitenga. D'une durée de 3 ans, le projet va en plus du pays des hommes intègres concerner le Sénégal. Au Burkina Faso, il sera mis en œuvre à Zitenga, dans la région du plateau central. Mes attentes vis-à-vis du projet NutriGreen, c'est de, conformément à ses objectifs, de contribuer au renforcement de la résilience des populations rurales en termes de lutte contre la malnutrition, en termes également d'utilisation de la recherche et de la connaissance pour constituer un levier de développement économique stable pour ces populations-là. D'un coût global de plus de 500 millions de francs CFA, le projet NutriGreen, ou promouvoir la nutrition verte pour la région du Sahel, est cofinancé par le Sénégal, la Suède, l'Allemagne et le Burkina Faso. Et pour terminer, une délégation de la Banque européenne d'investissement était dans les locaux de l'Agence de crédit pour l'entreprise privée. Une visite en guise de consolidation du partenariat qui existe entre les deux institutions et qui dure maintenant 2 années. Au terme des échanges, la délégation de la Banque européenne d'investissement a exprimé sa disponibilité à poursuivre son accompagnement avec la CEP Burkina. Maxime Boudou. L'Agence de crédit pour l'entreprise privée ACEP est une institution de microfinance filiale du groupe ACEP. Ce 21 septembre, le personnel reçoit la visite d'un partenaire stratégique, la Banque européenne d'investissement. Au menu des échanges, l'amélioration de la coopération entre les deux parties, en vue d'offrir des produits et des services de qualité aux très petites et petites entreprises. C'est un honneur pour nous de recevoir Madame la directrice et toute sa délégation, parce que c'est une visite pour nous qui témoigne quand même de l'excellence des relations que nous entretenons avec la Banque européenne d'investissement depuis bientôt 2 ans, qui a voulu mettre à notre disposition près de 5 millions d'euros pour effectivement accompagner nos petits commerçants et nos entrepreneurs. Donc aujourd'hui, nous avons parlé partenariat, nous avons parlé futur, nous avons ensemble identifié les préoccupations des clients et voilà, pour mieux ajuster notre offre. Mieux ajuster l'offre, justement sur la question, la CEP Burkina en est bien consciente. C'est pourquoi elle a permis à ses clients d'exposer directement leurs besoins de financement à la délégation de la Banque européenne d'investissement. Des besoins qui trouveront sans doute une oreille attentive, à en croire la directrice pour l'Afrique de la Banque européenne d'investissement. J'ai été très inspirée par les entrepreneurs ici au Burkina que j'ai rencontrés. J'ai bien aimé leur énergie et leur vision pour le futur. Alors j'espère que nous, ensemble, nous allons les aider à continuer avec cette vision pour le futur. Monique Comporé est une cliente de la CEP Burkina. Grâce à l'accompagnement reçu, elle a pu développer ses activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, elle évolue dans la production d'aliments pour volailles et bétail. Je fais partie des premiers clients de ACEP et j'ai commencé par 3 millions et aujourd'hui je suis à 50 millions avec ACEP. J'ai préféré l'ACEP parce qu'ils sont trop souples en garantie et leur crédit va très vite. Et dès que tu veux travailler avec eux, s'ils ont confiance, ils n'ont pas besoin d'1 mois pour faire ton dossier. Dans 1 semaine, 2 semaines, tu as l'argent dans ton compte. La CEP Burkina compte à ce jour une dizaine d'agences réparties dans les villes de Ouagadougou. Elle a financé plus de 20 000 entreprises pour plus de 100 milliards de francs CFA. Près de 98% de sa clientèle sont des commerçants. Elle accompagne plusieurs secteurs d'activité, notamment la transformation, la restauration, l'artisanat et le transport. Voilà, et c'est ici que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. On se retrouve donc demain à la même heure, à 19h30. Au revoir et bonsoir.
Merci.